C'est en 1936 que Pierre Cotte, s'apercevant que la France était considérablement en retard par rapport à l'Allemagne dans la formation de pilotes de guerre, a créé l'aviation populaire. L'aviation populaire, c'est pas compliqué. On vous disait, nous vous permettrons de passer votre brevet de pilote civil, mais vous devrez 3 ans à l'armée ensuite, quand vous serez appelé pour le service militaire. Chez moi, un peu compliqué les choses, parce que il s'est passé d'abord, ça y est, je commence à bafouiller. C'est pas grave, c'est pas grave. Au départ, nous étions 100, à peu près, entre les élèves du lycée Fromentin, comment dirais-je, c'était Fénelon, et puis il y avait encore un autre établissement. Et beaucoup d'entre nous, et dont je faisais partie, ils pensaient qu'on allait aller sur le terrain d'aviation et qu'on allait s'asseoir dans un avion. Eh bien, contrairement à ce que nous pensions, on nous a demandé d'aller 2 fois par semaine à l'école professionnelle qui est rue Chaudrier, et les moniteurs de Rochefort venaient nous faire des cours sur la cellule, sur les appareillages, le moteur et tout, enfin pour connaître un petit peu comment et pourquoi fonctionnait un avion. Mais vous aviez envie de devenir aviateur? Eh bien, moi je me fixais une idée. Mon père avait fait une escapade en 1912 à Paris, et à vélo, où il était allé à vélo d'ailleurs, et il avait travaillé chez Clément qui fabriquait des vélos et des avions à l'époque, et mon père avait demandé à travailler dans le secteur avion. Il était mécanicien aviation en 14 quand il a été appelé pour faire la guerre. Or, à la suite d'une faute administrative, il a été appelé dans le génie, et un cultivateur d'Arvers s'est retrouvé dans l'aviation. Et mon père a passé de 1914 à 1916 à essayer de venir dans l'aviation, où on était quand même plus confortable qu'à creuser des tranchées à Verdun, où il était en 1916. Anecdote, le capitaine lui avait dit, quand il a reçu sa mutation, tu ne te tromperas pas de côté. Et mon père lui a dit, vous pouvez être certain que je ne me tromperai pas. Oui, donc j'avais passé ce concours d'Istres et nous devions être appelés en octobre. Or, avec la pagaille de la mobilisation telle qu'elle s'est faite en France, on ne nous a pas appelés. Et j'ai dit à mon père, mais ils vont pas nous faire le coup qu'on fait à toi. Et nous sommes allés avenue de Strasbourg à La Rochelle, où était le bureau de recrutement. Et le commandant Fayolle, qui était là, nous a dit, écoutez, vous êtes pilote d'aviation civile, j'ai pour mission de regrouper tous ces gens-là à la Milletterie à Châteauroux. Et le jour où j'étais chez Fayolle, il y avait un jeune garçon, Jacques, qui était avec sa mère, un orphelin d'ailleurs de père, et qui était de Tonnay-Charente. On a signé notre engagement, et Jacques et sa mère sont venus coucher à la maison, et le lendemain matin, nous prenions le train pour Châteauroux, où on nous a habillés, très mal d'ailleurs, et on nous a envoyés sur La Roche-sur-Yon. À La Roche-sur-Yon, on a fait un rapide passage pour tous ceux qui avaient le brevet bien en main, et qui surtout avaient les lucioles bien en main.
Et ensuite, on nous a envoyés à l'école Henriot, l'école auxiliaire de Henriot de La Rochelle, où on a commencé à faire d'abord des cours en salle et ensuite de la navigation, puis comment dirais-je, la mécanique un peu? Vous étiez déjà sur les... Oui, on nous demandait de voir, de faire le tour de notre appareil, et vérifier tout ce qui devait être vérifié, les tubes de pitot et tout cela. Et il fallait également préparer nos classes, autrement dit apprendre à faire un demi-tour à une section. Et ensuite, nous avons passé les épreuves du brevet de pilote militaire, dont passer 1 heure en altitude et de voir, de faire le tour de notre appareil, et vérifier tout ce qui devait être vérifié, les tubes de pitot et tout cela. Et il fallait également préparer nos classes, autrement dit apprendre à faire un demi-tour à une section. Et ensuite, nous avons passé les épreuves du brevet de pilote militaire, dont passer 1 heure en altitude, et moi je me souviens que c'était le 12, je crois bien, février 1940, que j'ai navigué, j'avais comme secteur l'embouchure de la Sèvre niortaise et l'embouchure de la Gironde, à 3000 mètres. Il faisait un froid de canard, il y avait moins 13 ou 12 ou 13, un truc dans ce goût-là. On avait des grosses combinaisons parce que, comme en France on était quand même à la pointe du progrès, pour avoir son brevet militaire, il fallait le faire dans un avion découvert. Alors, l'Henriot 172 sur lequel j'étais avait été échancré au-dessus du poste de pilote, ce qui fait qu'à 3000 mètres, quand vous avez moins 12 ou 13, vous avez moins 25 ou moins 30 en altitude. Mais il y avait quand même une récompense parce qu'il y avait une visibilité absolument extraordinaire. Et quand j'étais sur la Gironde, je voyais les Pyrénées. Et lorsque j'étais sur la Sèvre niortaise, je voyais l'embouchure de la Sèvre, je voyais la Loire, l'embouchure de la Loire. Vous aviez quel âge à cette époque-là? Eh bien, à cette époque-là, j'avais moins de 19 ans, puisque j'ai eu mes 19 ans le 22 mars 40, et j'ai été breveté au mois de février. Et aussitôt cette épreuve-là terminée, il y a eu une sélection parmi ceux qui étaient là. Les uns partaient dans la chasse, ce qui a été mon cas. J'étais versé à la 3e école de chasse d'abord. Et les autres, dans la reconnaissance ou le bombardement. Seulement, il s'est passé une chose que on n'imaginait pas. C'est que j'ai jamais vu à bord, pour l'excellente raison que le terrain avait été bombardé par les Allemands, et l'école d'abord s'est repliée sur La Rochelle. D'ailleurs, en prévision de ces éventuels replis, eh bien, il y avait un terrain auxiliaire qui avait été installé à la Jarne, et il y avait un terrain auxiliaire au Edvirson à Paquette. Et c'est comme ça que, lorsque j'ai eu terminé mes épreuves d'acrobatie sur la Jarne, très rapidement, je me suis retrouvé à Paquette sur avion moderne, et les Norse, c'était un avion assez délicat à piloter, parce qu'il avait une fâcheuse tendance à faire un cheval de bois, c'est-à-dire qu'à l'atterrissage, il s'embarquait soit à droite, soit à gauche,
Et à ce moment-là, l'aile penchait et risquait de toucher le sol. Et je sais que celui qui est passé avant moi a bousillé son avion et s'est fait engueuler d'une façon monumentale par le lieutenant. Moi, l'avion s'est embarqué et j'ai eu la chance de me souvenir de ce qui était dit, parce que contrairement à un réflexe possible, c'est-à-dire tirer sur le manche pour le freiner, il faut pousser pour lever la queue où il y avait une roulette et qui amplifiait le mouvement de va-et-vient. Donc je l'ai réussi, c'était un atterrissage assez bizarre quand j'ai été lâché comme ça là. Simoneau devait avoir la trouille derrière, et puis on s'est arrêté, j'ai vu arriver le lieutenant, à grands pas, j'ai dit je vais en prendre une, et puis il a dit bah voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Et ça vous réjouit. Racontez-moi un peu l'ambiance à la Jarne. Comment c'était l'école d'aviation? À la Jarne, il n'y avait pas c'était simplement un terrain auxiliaire. On venait du terrain de l'Alleux, là, et était basé là des Morane 230 et 235. C'était des avions qui dataient de l'après-guerre 14, mais qui étaient des avions d'acrobatie absolument exceptionnels. Et là, on nous a tout appris, que ce soit tonneau, Himmelmann, retournement de combat, vrille et tout fourni. Enfin, ce qui est la base d'un chasseur et sur qui repose son existence même, parce que si vous ratez quelque chose, il y a des gars en face qui sont mal intentionnés. Or, à cette époque-là, il faut bien se dire que les Allemands avaient une avance phénoménale sur nous. Comment dirais-je, l'aviation allemande était de bombardement piqué avec les Stuka, les avions à grande distance avec les quadrimoteurs Junker, et puis les Messerschmitt 109 comme chasseurs, et les Focke-Wulf 190 étaient bien supérieurs aux avions français. Et ils étaient en nombre, et ils avaient des pilotes qui avaient été entraînés en Espagne à l'époque où les Allemands étaient venus assister Franco, et la plupart de leurs aviateurs s'entraînaient sur le terrain, et quand la guerre a commencé, c'était pas des gens qui venaient de l'aviation populaire qui pouvaient les inquiéter, et c'est comme ça que chez les Allemands, il y avait au moins 4 pilotes avec plus de 200 victoires, Galant, Marseille, von Graf, puis il y en a un que j'oublie. Et après... Ils avaient beaucoup de victoires parce qu'en face, il y avait... Eh ben, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés... vous savez, tir au pigeon, les Morane 406 faisaient l'effet du plateau d'argile. Hein. Alors... vous aviez peur? Comment? Ben, moi, personnellement, je ne suis pas allé au combat. Mais ça fait rien, il y a quand même une ambiance. Il y a quand même mais vous savez, on n'y pensait pas. Ben, d'ailleurs, quand vous savez... Moi, j'avais 18 ans et demi quand j'ai commencé là. Alors, vous êtes un peu inconscient. Mais tout à fait entre nous, on y pensait quand même et on en parlait parfois. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, maintenant, je crois au destin. Hein, on croit au destin. Parce que qui aurait pensé que je serais arrivé à l'âge que j'ai, si j'avais été appelé, ce qui aurait été fait 3 ou 4 mois plus tard, mais avec une formation, d'ailleurs, l'école d'Istres où j'avais réussi, formé d'habitude en plus de 2 ans, de la Bouchère,
Dubourgel, Jurgens et Béraud et bien d'autres avaient déjà fait un an de formation. Parce que sur Istres, c'était, je crois, minimum 2 ans. Or, nous, il fallait qu'on avale tout en un an, et de façon accélérée et quelquefois bâclée. Vous savez, ce que je me souviens, là, en partant de Paquette, c'était les décollages que l'on faisait en groupe avec les Norse. Un moniteur en tête et un élève sur les ailes. Et on partait et on allait faire du rase-motte au-dessus du marais, entre Maran et puis Puraveau et tous ces coins-là. Et il me reste en mémoire des choses qui peuvent paraître assez amusantes. C'est que les paysans d'ailleurs du coin, moi qui connaissais ce qu'était la paysannerie, je me dis, on doit être béni là-haut, parce que lorsqu'on passait en rase-motte avec des Norse, les hélices Hamilton faisaient un bruit affreux. Les vaches foutaient le camp en s'égayant la queue toute droite et on voyait les clôtures qui voltigeaient. Les moutons, ils partaient en paquets. On a fait de la psychologie animale à cette époque. Ah ouais, c'est... Voyons, j'ai passé mon brevet en février, mars, avril, mai et juin. Nous sommes partis le 18 juin. Avec cet événement, là, pour vieux Jacques, qui est allé à la mort, puisqu'il devait partir en camion avec nous. Puis le sac de sable de Béraud est venu et a dit, il n'y en a pas un qui voudrait partir avec Béraud. Il dit, moi j'ai tout. Puis Jacques, qui avait, parce que lui aussi, tous ses copains foutaient le camp en camionnette. Oh, il a dit, si tu veux, moi je veux bien te rendre service. Oh, je pense bien, c'est un sacré service qu'il lui a rendu. Il lui a sauvé la vie. Et lui est mort. C'est dans quelles circonstances? Vous pouvez me raconter un peu? Eh bien, nous, on a appris la chose en arrivant à Mérignac. Et ce que j'ai compris, c'est que vous voyez comment est Paquette, le décollage s'est fait en fonction du vent, en allant direction la sergenterie, là. Et les Norses étaient assez lourds et montaient assez peu rapidement. Or, celui qui pilotait le groupe de 3 avions a, à mon point de vue, très certainement voulu tourner trop tôt. Les avions n'avaient pas pris suffisamment de vitesse et surtout d'altitude. Et lorsque vous tournez comme ça en vol de groupe, celui qui mène le groupe file tout droit et ne modifie pas sa vitesse. Celui qui est à l'extérieur, qui fait donc davantage de route, accélère légèrement, et celui qui est à l'intérieur doit réduire. Et si vous réduisez alors que vous avez déjà une vitesse de sustentation qui est un peu trop faiblarde, eh bien vous allez au casse-gueule, c'est ce qui s'est passé. Et ils se sont écrabouillés sur la façade d'après ce que mon père m'a dit, puisque mon père allait chercher, j'avais à l'époque une vieille 3 chevaux trèfle, Citroën, 5 chevaux trèfle Citroën, pour la chercher. Et il a vu une foule là, sur la partie du bois de la sergenterie côté Virson. Et là, il a constaté les dégâts et a reconnu Jacques. Il a récupéré d'ailleurs sa casquette pour la donner à sa mère. Enfin, c'est pour les... Ouais, c'est... Eh oui. Eh bien, nous, notre périple s'est passé de cette façon. Nous sommes arrivés à Saint-Vincent-de-Tyrosse.
où on est resté là 24 heures. J'ai même pris le temps de faire une partie de pelote basque avec, sur le fronton, là. Et un commandant est venu, c'était le père de Dubourgel, qui a discuté avec son fils. Et le lendemain matin, bah, il manquait 6 personnes au départ. Il s'était foutu le camp par Bayonne, où il y avait un cargo qui... Le commandant le savait, il y avait un cargo qui partait sur l'Angleterre, et ça a été ils ont embarqué là, et j'ai retrouvé traces en lisant les traces de la Bouchère et autres sur les souvenirs du commandant Mouchotte, les carnets de Mouchotte, et puis...